Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vais faire la restitution du groupe de travail numéro 3, qui s'est intitulé « Vers un aménagement plus résilient ». Avant de commencer, je voudrais quand même remercier M. Bruno Ledoux, qui a été animateur de ce groupe de travail, et M. Joël Cadudal de l'ADEAL, avec qui nous avons travaillé pour réaliser cette synthèse des réflexions qui ont été menées par le groupe de travail numéro 3. Un dernier merci également au service prévention des risques naturels de l'ADEAL pour l'organisation de ces assises des risques naturels, qui est un moment de partage, de réflexion, d'échange et aussi d'information pour les différents acteurs autour donc de cette thématique qui est essentielle et centrale, la gestion des risques naturels, notamment dans l'aménagement du territoire. Aménagement qui est donc la thématique de ce groupe de travail. Sachant qu'à La Réunion et dans d'autres territoires de l'océan Indien, on a affaire à des aménagements sous contrainte. Donc dans ce contexte, comment intégrer le risque pour une meilleure résilience des territoires et des réseaux? Donc le point de départ de cette réflexion, en tout cas pour ce qui concerne le territoire de l'île de La Réunion, a été le plan de gestion des risques d'inondation de La Réunion, avec donc pour base le troisième objectif et le quatrième objectif de ce PGRI, à savoir réduire la vulnérabilité actuelle et augmenter la résilience du territoire face aux inondations et concilier les aménagements futurs et les aléas. Donc, ces ateliers ont été précédés de 2 sessions de groupe de travail qui ont été menées au mois de mai, qui ont permis, grâce aux réflexions des participants de ces 2 groupes de travail, de cibler, de flécher des pistes de réflexion qui ont pu cadrer le groupe de travail numéro 3. En ont découlé, je vais revenir sur la diapo plus tard, en ont découlé donc 3 thématiques qui sont revenues régulièrement et qui vont nous permettre notamment d'aborder d'autres risques, parce qu'on a fait beaucoup de réflexions sur le risque cyclonique. Ce groupe 3 nous a permis d'aborder d'autres risques, notamment la gestion des eaux pluviales, l'aménagement en zone d'aléa moyen mouvement de terrain et l'aménagement en zone d'aléa moyen inondation. Donc ces 3 thématiques ont été explorées, abordées sous 3 échelles. L'échelle de l'aménagement global du territoire, l'échelle du projet d'aménagement et en faisant un focus encore plus précis sur la construction en elle-même et les règles. Donc je vais revenir sur la diapo d'avant. On parle beaucoup d'aménagement résilient, mais tout comme le développement durable à l'époque où ce terme a été inventé, on se pose souvent la question, qu'est-ce qu'un aménagement résilient? Donc, sans forcément vous donner une définition, parce que personne n'a vraiment une définition précise de ce terme, on a quand même cadré ce qu'était un aménagement résilient pour guider les participants du groupe de travail. Donc, un aménagement résilient, c'est garantir la sécurité des personnes, réduire les dommages, faciliter la gestion de crise et garantir la reprise de l'activité économique. Et toutes ces pistes ont également été complétées par un de nos participants qui a précisé que réaliser un aménagement résilient, c'était aussi la capacité pour un territoire de s'adapter suite à des événements ou des aléas qui concernent justement son territoire. Donc, dans le groupe de travail numéro 3, donc, il y a eu 2 sessions, nous avons tout d'abord identifié les freins au niveau donc, des 3 échelles que j'ai énumérées. Et ensuite, on est parti sur les pistes de réflexion, les priorités qui seraient à mener donc, pour améliorer la résilience dans l'aménagement et dans les projets qui sont menés. Donc, au niveau des freins, à une échelle donc, plus globale, au niveau du territoire, alors, je ne vais pas tous vous les lister, mais plutôt retirer ce qui était le plus pertinent. Est ressortie l'insuffisance de concertation donc, entre les différents porteurs de projets, notamment pour les très grands projets, donc les différents acteurs, que ce soit collectivités publiques, services de l'État, etc. Et a notamment été cité le projet d'éco-cité sur Cambé, projet donc, de ville nouvelle sur un territoire où un risque a été identifié. Ensuite, un autre frein donc, à cet aménagement du territoire, on l'a souvent évoqué, nous sommes sur un territoire contraint, donc on est face à un manque de foncier et on a aussi la particularité de la topographie de La Réunion qui donc impose davantage de contraintes à ces projets d'aménagement. Et enfin, une dernière question qui est revenue régulièrement,
les PPR, la réglementation. Est-ce que ces outils qui permettent de cadrer donc, les projets sont-ils des freins pour l'innovation? Est-ce qu'ils brident l'innovation? Donc c'est une question qui est revenue régulièrement lors des débats, lors des 2 sessions de cet atelier. Ensuite, au niveau, on fait un focus sur le projet d'aménagement. Excusez-moi. Les thématiques qui sont le plus revenues et qui ont été identifiées comme freins, c'est notamment la modernité, à savoir qu'on artificialise de plus en plus, on minéralise de plus en plus, on construit des ouvrages en dur, en béton, en moellon, qui au final complexifient la situation et la gestion des écoulements des eaux pluviales. Donc c'est une phrase qui a été évoquée. Est-ce que la modernité est un fléau pour la gestion des risques naturels? Enfin, intégrer dans la gestion des risques le surcoût et la dégradation du cadre de vie que peut générer l'intégration de ces risques. Je prends un exemple très concret. Aménager donc, des résidences en aléas inondation moyens, surélever le niveau des habitations, c'est aussi prendre d'autres contraintes en compte, comme par exemple l'accessibilité PMR avec les nouvelles règles que la loi accessibilité nous impose. Et enfin, une dernière petite réflexion, notamment sur parfois l'incompatibilité entre les problématiques publiques. Donc, par exemple, une problématique publique assez importante, c'est la sécurité routière, qui parfois est incompatible avec la gestion des eaux pluviales, quand on sait que, par exemple, que les ralentisseurs sont des perturbateurs dans l'écoulement naturel des eaux pluviales. Enfin, au niveau donc, de la dernière échelle, au niveau de la construction en elle-même, est revenu régulièrement le terme de vulnérabilité, que celle-ci soit plus prise en compte dans les projets de réhabilitation, de rénovation urbaine, de réhabilitation de l'habitat indigne, et que le coût associé à la prise en compte de cette réduction de vulnérabilité soit davantage pris en compte, notamment dans les plans de financement des projets. On a également fait un focus sur l'importance des études initiales et le coût que ça pouvait engendrer. Donc quand c'est un promoteur privé avec beaucoup de moyens, ça pose relativement peu de problèmes. Par contre, quand c'est un particulier, on va être face à des difficultés. Et aussi la perte de la mémoire collective, la perte des savoir-faire anciens, donc je ne parle pas des constructions des années 60-70, mais bien avant, où les constructions de créoles étaient bioclimatiques avant même qu'on invente ce terme, sachant que ce savoir s'est un peu perdu au profit donc, de réglementations qui ne sont pas forcément adaptées à La Réunion, avec des principes métropolitains peu applicables et dont on voit les limites actuellement avec donc, le retour d'expérience sur les nouvelles constructions. Donc après identification de ces différents freins, ont été identifiés des points clés d'amélioration que je vais lister donc, par échelle et ensuite faire un focus sur les priorités qui ont été identifiées donc, pour chaque échelle. Donc, au niveau de l'aménagement du territoire, c'est traduire davantage les schémas directeurs des eaux pluviales dans les documents d'urbanisme, tels que le PLU, en territorialisant le zonage et surtout en menant la démarche des ZEP jusqu'à son terme. Je m'explique, à La Réunion, il y a environ, je crois, une quinzaine de ZEP qui ont été élaborés, mais qui ne sont pas forcément appliqués parce qu'on n'est pas allé au bout de la procédure, donc ils ne sont pas juridiquement applicables. Ensuite, mettre un portail unique qui permettrait de mutualiser tous les documents de planification et qui serait donc une façon de simplifier, que ce soit pour les porteurs privés ou pour les maîtrises d'ouvrage publics, les démarches qu'ils doivent entreprendre lors de la concrétisation d'un projet d'aménagement. Et enfin, un dernier axe, un dernier point clé d'amélioration, on l'a vu sur le risque inondation, le plan de gestion de risque inondation a été un véritable moteur. C'est-à-dire qu'au niveau local, il s'est décliné par l'identification de TRI, qui se sont dotés de stratégies locales de gestion du risque inondation, qui ensuite ont donné lieu à des PAPI d'intention dans un premier lieu, et ensuite des PAPI de travaux. Donc on voit que ces démarches, ces stratégies de territoire sont de véritables moteurs ensuite à un niveau plus local lorsqu'on les décline.
Donc, il a été suggéré éventuellement de mettre en place ces stratégies pour le mouvement de terrain, mais également, par exemple, pour la gestion des risques d'inondation provenant donc des submersions marines. Au niveau des projets d'aménagement, la thématique qui est revenue le plus souvent, c'est le contrôle de la bonne gestion des eaux pluviales. On a eu un exemple très concret avec la commune de Saint-Paul qui vient donc d'approuver il y a très peu son SDEP, mais qui l'applique depuis de nombreuses années et qui a bâti une démarche d'accompagnement des porteurs de projets sur ce SDEP. C'est-à-dire qu'il y a une préinstruction au niveau du permis de construire, mais il y a également des documents qui sont diffusés aux particuliers et aux porteurs de projets privés afin que ces derniers intègrent les prescriptions du SDEP dans leur projet. Ça permet de changer les habitudes, les mentalités et de construire des projets qui intègrent mieux les risques donc, dus à l'écoulement des eaux pluviales, et ce qui a un impact bénéfique sur le réseau public si on gère bien les eaux pluviales à l'échelle de la parcelle, à l'échelle du projet, c'est tout autant de bénéfices sur le réseau public. On a estimé à une centaine de millions d'euros la remise aux normes du réseau d'eau pluviale sur la Réunion. Donc si déjà à l'échelle de la parcelle on peut faire avancer les choses, ça aura forcément des impacts positifs sur les réseaux publics. Donc au terme de ces ateliers, au terme de ces points clés d'amélioration qui ont été évoqués, on a donc fait une petite synthèse des priorités qui seraient à mener dans le cadre de cette thématique, à savoir réaliser des aménagements résilients en prenant donc en compte une gestion des risques plus intégrés. Tout d'abord, profiter du transfert de compétences dans le cadre de la loi NOTRe en 2018, donc très concrètement le 1er janvier 2018, et en 2020, tout ce qui dit eau potable et assainissement eau usée, mais aussi assainissement pluvial, pour mettre en place des pôles de compétences intercommunaux vraiment dédiés. On a déjà des exemples concrets en métropole, de syndicats mixtes ou de communautés de communes, qui ont déjà créé des cellules spécifiques pour la gestion des risques, avec des personnels, des ingénieurs dédiés qui suivent, qui entretiennent les ouvrages et qui suivent les projets d'aménagement et de gestion des risques notamment. Je l'ai beaucoup évoqué, donc la vulnérabilité, développer, vulgariser cette démarche de diagnostic de vulnérabilité à toutes les échelles. Assurer un contrôle de la bonne gestion des eaux pluviales, je citais l'exemple de Saint-Paul qui donc dans l'instruction de ses permis de construire a intégré totalement la gestion, la prise en compte des écoulements des eaux pluviales. Un inventaire et une valorisation des bonnes pratiques, des nouvelles techniques, etc. Une thématique aussi importante, on parlait d'innovation, de nouvelles techniques, etc., mais on parle très peu des coûts de gestion et de maintenance qui suivent. Donc souvent, on met en place des aménagements qui sont innovants, qui sont, je dirais pas futuristes, mais qui apportent une réponse sur le moment, mais on ne prend pas en considération les coûts que ça peut engendrer, notamment pour les collectivités, pour entretenir ces ouvrages. Et je finirai là-dessus, donc on parlait d'innovation, ça a été un peu la conclusion de l'atelier, à savoir que l'innovation doit venir des collectivités et être accompagnée par l'État, et qu'en ce sens, il faudrait peut-être inverser la réflexion dans la réalisation et dans la conception des projets d'aménagement, notamment sur un territoire très contraint comme la Réunion. Merci pour votre attention. Oui, peut-être quelques éléments. Effectivement, donc en matière d'aménagement, la question du risque lié à l'eau est celui qui est prépondérant, que l'on doit particulièrement étudier au stade des études amont. Alors il y a effectivement un cas très spécifique à La Réunion lié à proximité du tampon à l'amont et Saint-Pierre à l'aval. Nul doute que dans les années qui viennent, la question de l'intercommunalité permettra de faire un grand saut pour traiter cette question-là. On peut aussi noter que cette question de l'eau à l'échelle d'un territoire nécessite une approche globale. Enfin, ça a été dit tout à l'heure, hein, c'était la première échelle qui a été évoquée.
on peut pas traiter de la question de l'eau indépendamment de la question de l'aménagement du territoire. Et donc il faut vraiment avoir une réflexion approfondie. Et c'est pour ça que des documents de planification comme les SCOT sont des choses qui sont tout à fait essentielles pour penser ce développement de l'urbanisation. Et là aussi, je crois qu'il y a une question spécifique sur le territoire de l'élu qui vient de prendre la parole. J'en profite peut-être pour dire aussi que sur ces questions d'aménagement à penser au regard des problématiques spécifiques de la Réunion dans le domaine des inondations, avec des inondations, comme a été rappelé tout à l'heure par Paul Ferrand, des inondations de nature torrentielle qui présentent un véritable danger. Il faudra forcément faire très attention à ces aménagements sur des zones inondables, parce qu'aujourd'hui, la question de la responsabilité des décideurs, elle est tout à fait première. Et que donc, il est tout à fait important, dès lors qu'on aménage des zones à risque, qu'il y ait un débat public, qu'il y ait vraiment un échange, et que ce ne soit pas des décisions qui soient prises en catimini. Voilà, c'est quelque chose, je crois, d'important. Et puis de signaler aussi que quand on parle d'aménagement, ce n'est pas simplement de parler des extensions urbaines, mais aussi du travail à faire sur les quartiers existants. Parce que là, il y a un travail extrêmement important, et je crois qu'il a été montré hier qu'il y avait des expériences tout à fait intéressantes à valoriser pour protéger les populations existantes. Et oui, car nous sommes toujours en matière de prévention des risques. D'autres questions ? Je ne sais pas si vous m'entendez ? Oui. Bonjour, je suis donc Roland Troadec, j'ai enseignant retraité et puis géologue de formation, et à ce titre j'ai travaillé donc depuis les débuts des années 80 sur la problématique de l'érosion côtière à La Réunion. Ça me motive toujours et je garde toujours un lien avec l'université dans ce domaine, donc sur différentes actions. Moi, la question que je veux poser, c'est que quand j'ai entendu vers un aménagement plus résilient, je me disais aménagement plus résilient vers quoi ? Vers le milieu sur lequel l'aménagement s'installe, ou est-ce que plus résilient pour lui-même si jamais il est touché par les risques ? Ce deuxième point, je ne sais pas trop que dire là-dessus, mais pour le premier point, par contre, je connais très bien les impacts que les aménagements peuvent avoir sur le milieu. Et en particulier dans le domaine qui m'intéresse, à savoir l'érosion côtière. Nous avions déjà reconnu toutes les causes d'érosion littorale à La Réunion. Elles ont été bien identifiées depuis le début des années 1980, et c'était même pas la peine à cette époque-là de faire appel à un quelconque changement climatique et surélévation du niveau marin pour voir que la majeure partie de l'érosion côtière était liée à l'urbanisation de la frange littorale sur des terrains que l'urbanisation n'aurait jamais dû occuper. Le problème, c'est que ça n'a pas changé depuis. Non seulement ça n'a pas changé, mais d'une manière globale, ça se densifie. Et on est sur une problématique qui, à l'heure actuelle, est une problématique sévère. On se rend compte quand même que le facteur urbanisation a une très très forte responsabilité sur l'érosion de nos plages, au point peut-être d'ailleurs de mettre en menace par la suite toutes les zones urbaines qui sont aujourd'hui à l'abri de cette régression littorale, parce que derrière l'érosion, il y a un recul du littoral. Et la question que je me pose, parce qu'on a eu un excellent exposé de Madame Rivière, que je connais un peu, c'est bien, mais ça faisait un peu tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. En réalité, il y a de gros problèmes, et en particulier, on peut dire à La Réunion que toutes nos zones balnéaires, toutes les zones littorales, qui sont basses, comme Saint-Paul par exemple, sont véritablement sous la menace marine, par la surélévation, par la submersion, mais aussi parce qu'on y a fait, en termes de construction et d'urbanisation. Alors la question que je me pose, comment jouer cette carte de la résilience sur l'existant, qui pour l'instant ne l'offre pas, cette résilience, et au contraire apparaît comme un facteur très aggravant du phénomène. Merci pour cette question. Une réponse ? Hervé Vanvert. Quelques éléments de réponse. C'est vrai que nous avons développé depuis quelques années des outils, donc les plans de prévention des risques littoraux, justement pour mieux prendre en compte
ces aspects érosion marine, élévation du niveau de la mer. Ce ne sont pas des sujets simples, puisque, notamment en termes de l'aléa à prendre en compte, à ce stade, on prend donc souvent un aléa augmenté de 20 cm, mais on sait que ce n'est pas forcément suffisant. Donc notre réflexion est plutôt de dire qu'il faut peut-être aussi augmenter de 60 cm à horizon 2100, mais plus à une vocation pédagogique. Un deuxième élément que je retire de votre intervention, c'est tout l'aspect que des endiguements, notamment d'artificialisation ou de vouloir fixer le trait de côte peut avoir des conséquences très importantes. On sait que l'endiguement fluvial entraîne souvent des conséquences négatives en aval, mais l'endiguement sur les côtes peut entraîner encore plus d'éléments, et quelque part l'idée c'est pas de transformer une île en Fort Boyard, donc avoir ces éléments. Un autre élément quand même aussi, c'est que je dirais surtout ici, c'est tout l'aspect, les contraintes du territoire avec une population croissante et donc le souhait, la nécessité d'offrir un logement. Donc il faut trouver un équilibre. Peut-être un élément aussi signalé, même si c'est encore très en amont, mais des réflexions commencent des questions peut-être surtout à ce stade commencent à se poser, on ne l'a pas encore complètement traduit, sur ce que l'on pourrait appeler le retrait stratégique, c'est-à-dire commencer à réfléchir. En métropole, on a notamment sur le littoral aquitain des questions qui commencent à se poser pour des stations balnéaires dont on sait qu'elles pourront être confrontées au recul du trait de côte. Quels outils mettre en œuvre. Alors il y a eu une proposition de loi qui a été examinée par le précédent Parlement qui n'était pas complètement satisfaisante, mais surtout qui a montré que nous, notre réflexion n'était pas complètement prêt aussi, donc elle n'est pas arrivée à son terme, mais on voit bien que c'est un des gros enjeux pour les années à venir. Comment traiter ces sujets recul du trait de côte, quels outils apporter, avec un volet prévention des risques, mais aussi un volet global davantage aménagement à la bonne échelle pour apporter des réponses. Madame Marie-France Beaufils, sénatrice maire de la ville de Saint-Pierre-des-Corps, qui fait face à ce risque d'inondation. Alors, moi, je ne donnerai pas de leçons aux Réunionnais. Mais ce que je ressens de mon expérience, puisque nous sommes une commune qui, elle, est complètement plate, puisqu'on est dans le lit de la Loire, entre la Loire et le Cher, donc on est dans l'ancien lit du fleuve. On a, pendant un certain nombre d'années, été obligé de contraindre tout aménagement supplémentaire dans une partie du territoire de la commune, mais on l'a décidé nous-mêmes parce que nous ne pouvions pas résoudre notre problème des eaux pluviales. Et à cette période-là, on a autorisé simplement une extension de 25 mètres carrés à tout habitat existant. Je dois vous dire que ce n'est pas facile à défendre. Bien, j'ai continué ce qu'avait fait mon prédécesseur et le fait d'avoir tenu nous a permis de travailler à l'avenir. C'est-à-dire qu'à un moment figé une partie du territoire pour préparer la suite, ce n'est pas impossible non plus, mais il faut le faire partager à la population. Alors, je crois que ce que j'ai cru comprendre, puisqu'on est au deuxième jour de participation à vos échanges, en tout cas, c'est ce que j'ai ressenti, nous, sur notre territoire également, c'est qu'on ne peut véritablement réfléchir à l'avenir que si on arrive sur un périmètre suffisant à réfléchir à l'avenir ensemble. Alors, le SCOT en lui-même peut être un outil, mais à condition qu'on ait une vraie réflexion d'aménagement ensemble. Parce qu'il ne faut pas utiliser le SCOT comme l'outil miracle. Si on n'est pas impliqué tous autant que l'on est, les différentes communes qui peuvent être concernées par ce SCOT, on ne s'en sort pas. De la même façon que le PPR va peut-être avoir des règles, mais si on n'a pas notre propre réflexion sur l'aménagement que l'on souhaite pour notre territoire, le PPR ne répondra pas obligatoirement. Je crois qu'on a une obligation, nous élus, c'est de travailler ensemble avec les populations au devenir que l'on souhaite pour notre territoire. C'est la seule façon de pouvoir se sortir de la difficulté. Et on sait que ces questions d'érosion de la côte, moi j'ai participé au débat et en relation avec les DGPR sur le texte qui a été présenté à l'Assemblée nationale par une élue. Je crois qu'on a besoin de travailler ce sujet, en effet, plus au fond, mais je pense qu'on a besoin aussi, dans certains cas,
cabinets qui nous aident à la réflexion. J'ai parlé hier du travail mené avec le cabinet Aubras et avec Frédéric Bonnet, qui en est le responsable, qui est un architecte urbaniste. Nous, le travail que l'on a mené dans le cadre de l'atelier national, donc je fais là aussi appel à l'État pour peut-être aider à mettre en place des outils de ce type avec les élus réunionnais, nous a permis de réfléchir à la façon dont on pouvait penser l'avenir de l'aménagement de nos territoires et essayer de voir comment traiter les contraintes qui nous étaient imposées, qui existent. Mais les contraintes, elles peuvent nous amener aussi à être plus imaginatifs dans notre façon d'intervenir. Et peut-être que ceux qui veulent de l'habitat individuel vont peut-être comprendre qu'à un moment, de l'habitat individuel, quand on est le long de la côte, ça n'est plus possible. Et qu'il faut peut-être en venir à autre chose et réfléchir autrement la façon de répondre à cette augmentation de la population qui est absolument indispensable. Et j'ai entendu ce matin que quelqu'un a été très interrogatif sur la densité. Moi, je crois qu'il ne faut pas avoir peur de la densité si la densité, elle nous permet de garder des espaces libres pour permettre justement à ce que la partie végétale, la partie de la nature puisse mieux prendre sa place aussi. Je crois qu'il faut aussi travailler les questions dans ces termes-là. La densité n'est pas obligatoirement négative si elle est bien traitée. Voilà ce que je voulais dire un petit peu ce matin de ce que je ressens, moi, à titre personnel, en tant qu'élu, ayant à traiter des sujets aussi de territoire qui ne sont pas toujours faciles à travailler ensuite quand on a la responsabilité de la faire partager. Merci Marie-France Beaufils. Une dernière question dans la salle. Alors, les mains se lèvent. 4 questions dans la salle. Claude Clergue, Écologie Réunion, 40 ans d'expérience en éducation populaire. Bon, je vais vous poser une question générique dont j'ai eu quelques réponses et cette question va porter sur l'ensemble des débats d'aujourd'hui et des travaux d'hier. Est-ce que la mémoire du risque permet de mettre en exergue les effets néfastes des stratégies d'évitement en perpétuant le dit risque ? Je me rapproche très fort du propos du monsieur qui a parlé de l'érosion des plages, par exemple. Voilà. Ma question est précise. J'aimerais, si possible, avoir au moins un éclaircissement, des réponses. Merci à vous. Monsieur Ledoux, peut-être Bruno Ledoux, on ne vous a pas entendu jusqu'à présent. Moi, je ne vais pas répondre à votre question parce qu'elle est trop précise. Moi, je voudrais profiter qu'on me donne la parole pour avoir peut-être des éléments de réponse transversaux aux différentes questions qui viennent d'être posées. Je crois qu'en matière de gestion des risques, on a à faire 2 choses. C'est soit anticiper, soit à gérer un passif, c'est-à-dire éviter de faire de nouvelles bêtises, soit essayer de réparer au mieux les bêtises qu'on a pu faire. Et ça, il faut arrêter d'attendre que le législateur vous apporte des solutions. Parce qu'on multiplie les textes législatifs avec l'illusion que ça va pouvoir régler les problèmes locaux. Vous savez que quand on a inventé l'outil plan de prévention des risques, dont le législateur a confié la responsabilité de la réalisation à l'État, il y a un certain nombre de gens, notamment des juristes spécialistes du droit de l'urbanisme, qui se sont dit c'est une grosse bêtise. Surtout que ça s'est fait exactement au même moment où on était en train de confier la responsabilité de la planification urbaine à travers les lois de décentralisation aux collectivités territoriales. Résultat, c'est qu'on a 2 outils et 2 philosophies et 2 démarches qui sont 1, la gestion du risque et 2, l'aménagement du territoire. Or, un certain nombre d'experts à l'époque disaient faut pas faire ça. La gestion du risque, faut pas la rendre indépendante de la question de l'aménagement du territoire. Tout à l'heure, le premier intervenant se posait la question de savoir de réparer finalement un aménagement qui avait insuffisamment pris en compte le problème des ravines et du ruissellement pluvial. Il n'y a pas 36 000 solutions aujourd'hui et elles ne viendront pas d'en haut, elles viendront
d'une réflexion à l'échelle de votre territoire et d'un certain nombre de choix qu'il va falloir faire entre la part de ce que les ravines vont pouvoir évacuer et du dimensionnement que vous allez donner à ces ravines. Et vous ne le ferez pas tout seul parce que vous le ferez effectivement avec, et vous devrez le faire avec l'aval, et la part que vous allez devoir accepter de ruissellement dans le reste de la ville et repenser le futur de la ville avec cette contrainte-là. Il n'y a pas 36 000 solutions et il n'y a pas des lois nouvelles qui vont vous permettre de répondre correctement. Moi, j'insiste beaucoup sur la nécessité d'abord de prendre ses responsabilités collectivement et collectivement de penser les réponses qui ne seront jamais satisfaisantes parce que, encore une fois, on gère souvent un passif, qui ne seront jamais satisfaisantes, mais qui permettront petit à petit d'aller vers des solutions plus acceptables. Mais cette notion d'acceptabilité, d'approche complémentaire entre des réponses très techniques, des réponses plus organisationnelles, des réponses en termes de réduction de la vulnérabilité. La gestion du risque, c'est un tout. Or, on a tendance à, d'une part, cloisonner, et d'autre part, on a tendance à attendre des réponses qui viendraient un petit peu d'en haut et des réponses très réglementaires. Je crois qu'aujourd'hui, il y a un cadre réglementaire, il faut dépasser aussi ces approches-là, les enrichir. C'est très compliqué, mais je crois qu'il faut accepter de se coltiner la complexité. Le raisonnement, à mon avis, vaut autant sur la question des risques littoraux. Merci Bruno Ledoux d'avoir essayé de répondre en tout cas à cette question. Le temps nous manque, hélas, ce matin. Donc, une dernière question, peut-être quelqu'un qui ne s'était pas encore exprimé. Je vous rappelle juste que nous aurons encore un temps de discussion après, puisque nous allons nous retrouver à l'extérieur devant cette exposition, hein, Risquez-vous. Donc vous pourrez directement poser vos questions, en tout cas échanger avec les spécialistes, experts et autres invités ici présents ce matin. En tout cas, bravo à tous, puisque durant ces 2 journées, vous avez été plus de 280 à participer à ces assises régionales des risques naturels, à apporter à votre façon votre pierre à l'édifice. Tout n'est évidemment pas réglé, au contraire, les choses se poursuivent, les plans d'action vont peut-être se mettre en place. Je vais donner la parole à monsieur Sébastien Audebert, directeur de cabinet du préfet, en guise de discours de clôture, pour vous remercier pour tout ce qui a pu être fait et dit durant ces 2 journées. Pour clôturer de manière un peu formelle ces 2e assises régionales des risques naturels, je représente donc le préfet Pourceaulin, préfet qui est en cours de nomination au Conseil des ministres. Donc je vous invite à aller sur les réseaux sociaux à l'issue de cette réunion pour connaître son nouveau nom. Je tiens tout d'abord à remercier l'ensemble évidemment des participants, tout particulièrement les représentants de la zone de l'océan Indien, nos compatriotes mahorais bien sûr, mais aussi les gens qui sont venus du Mozambique, de Madagascar, des Seychelles, de Maurice. Donc remercier vraiment tout le monde d'avoir répondu à l'invitation. Remercier aussi bien évidemment l'Université de la Réunion qui nous accueille, le conseil régional avec qui nous avons travaillé pour la préparation de ces assises, tous les services qui sont présents, toutes les institutions qui sont représentées aujourd'hui. Et puis, un petit mot particulier, mais je pense que tout le monde l'a aussi en tête, pour Paul Ferrand et pour ses équipes, hein, qui ont œuvré à ces 2 journées d'échange et qui n'ont pas ménagé leur temps pour ce faire. L'enjeu de ces assises, c'était bien de prendre un temps de réflexion sur les pratiques des uns et des autres. La Réunion, c'est un territoire particulier, exposé à des risques naturels bien évidemment majeurs, vous le savez tous, qui, compte tenu du développement démographique, du développement économique, sont un défi, j'allais dire, permanent, et puis face auquel il faut s'adapter en permanence. Donc l'enjeu de la réflexion de ces 2 jours, c'est de voir comment s'améliorer justement pour répondre à ce défi, répondre à ces risques. On a parlé de cyclones, on parle d'inondations, de mouvements de terrain, la question des houles, la question du volcan, des éruptions volcaniques. Donc il y a une liste, j'allais dire, qui est extrêmement longue. Il y a à peu près tout à La Réunion, sauf la neige. C'est ce qu'on dit classiquement, quoique. La neige, ça peut être aussi un sujet, même s'il n'y a pas d'avalanche.
Donc l'actualité, tous les jours, nous rappelle que La Réunion, c'est un territoire à risque, d'où l'intérêt, bien évidemment, de réfléchir tous ensemble. Ça avait été le cas il y a 6 ans, c'est le cas aujourd'hui. Je crois que, je parle sous le contrôle d'Hervé Vanler, c'est assez unique en France. C'est vraiment à La Réunion quelque chose d'assez atypique et je pense qu'il faut le valoriser là aussi au niveau national. Pour autant, on est bien évidemment tous en obligation de nous préparer, donc d'anticiper pour réduire les conséquences de tous ces phénomènes qui sont inévitables, mais dont la portée finalement peut être limitée grâce à nous, parce qu'on aura pris des bonnes décisions, ou inversement, elle peut être accrue parce que les décisions auront été inappropriées. Donc on a pu mesurer à travers les interventions des uns et des autres, à travers les témoignages, qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient faites à La Réunion, comme dans l'ensemble des pays de la zone qui étaient présents ici, à Mayotte également. Il y a beaucoup de choses qui sont faites pour connaître, pour informer, pour réduire la vulnérabilité des populations, pour protéger et pour gérer la crise. Et je pense donc, je parle sous le contrôle ici de l'ensemble des personnes qui sont présentes, mais que à la fois les pouvoirs publics, les associations, toutes les institutions ont pris la mesure du sujet, la mesure des risques naturels et sont engagés là-dedans. Pour autant, il y a des choses bien évidemment qu'il faut améliorer. Alors il y a trois axes sur lesquels il y a eu des travaux très précis qui ont été menés. On a eu le compte-rendu ce matin. Premier axe, la question de l'information préventive. Donc on revient sur l'enjeu de la mémoire. De manière générale, bien évidemment, dans une société, il faut entretenir la mémoire, et plus particulièrement pour les risques. Parce que la mémoire, elle conditionne les conduites. Donc là, on a bien vu qu'il y a sans doute des choses à faire mieux, des choses à continuer à faire. Pour le cas du risque cyclonique, pas de risque cyclone majeur depuis 2002, population très jeune, donc dans les mémoires, il y a forcément quelque chose sur lequel il faut travailler, parce que cyclone majeur, il y en aura forcément un dans les années qui viennent. Donc sujet, là aussi, à creuser. Le sondage, dont on a parlé un petit peu, qui sera utilisé pour la révision du schéma de prévention des risques naturels, ce sondage nous montre bien que s'il y a une forte appropriation du risque cyclonique, on le disait tout à l'heure, pour le reste, il y a des choses à réfléchir. On en parlait tout à l'heure un petit peu à l'extérieur, la question du volcan. Le volcan, oui, je suis d'accord, le volcan, c'est pas quelque chose qui a un risque en soi, de même nature que d'autres volcans explosifs, comme on peut avoir dans d'autres départements, en Guadeloupe particulièrement. Mais la manière de l'appréhender va conditionner la manière dont on se comporte sur place. Donc c'est sans doute là-dessus qu'il faut travailler. Le volcan, il n'est pas dangereux quand on sait comment l'appréhender. Voilà un peu, je pense, la manière de traiter la chose. Le chiffre qu'on me donnait, c'est qu'il n'y a pas plus de morts au volcan que dans les sentiers de randonnée. Certes, sauf que quand on va sur le volcan, quand il y a des éruptions, le risque il n'est pas le même que sur un sentier de randonnée classique. Voilà un petit peu, je pense, la manière d'appréhender les choses. Garantir des conditions de sécurité. Donc là, 2 pistes importantes sont, je pense, sorties des travaux. Renforcer la communication de manière générale, bien évidemment, et puis une approche qui soit aussi territorialisée. Le risque, bien évidemment, il est majeur, mais il est majeur où ? Il faut bien identifier les points du territoire où il se pose de manière un petit peu plus forte. Souligner aussi, donc, dans ce cadre-là, cette territorialisation, plusieurs projets. C'est l'occasion de saluer les communes qui ont répondu justement à l'appel à projet qui avait été lancé en 2016 par Madame Royal, au titre d'une expérimentation donc, pour les territoires à risque important d'inondation, avec des actions ciblées pour les populations les plus à risque. C'est quelque chose qui est intéressant. On parlait tout à l'heure de prendre des cas très précis. Voilà un exemple de politique sur la base d'expérimentation qui peut amener à être généralisée. Les témoignages aussi de nos collègues des Seychelles ou de Mayotte sur les manières différentes de discuter avec les populations, c'est une source, là aussi, je pense, de réflexion. La scène de vie, j'en reparlais encore tout à l'heure, ça m'a marqué, mais la scène de vie qui a un permis de construire pour quoi faire. Ça, je pense que dans les lycées, même à l'université, c'est quelque chose qui... c'est une manière d'appréhender les choses sous l'angle un petit peu de l'humour, mais d'une sensibilisation qui finalement est très forte. Donc ça, ce sont des choses très concrètes sur lesquelles il y a matière, là aussi, à prospérer. Enfin, dernier point sur cette information préventive, la question des nouveaux outils de communication par les pouvoirs publics, l'utilisation des médias sociaux en les intégrant dans nos dispositifs de gestion, dans nos dispositifs de prévention. Donc ça, c'est là aussi un enjeu important, une mesure que je note dès aujourd'hui à intégrer dans nos dispositifs. Deuxième axe de travail, la gestion de crise. Donc je vais aller plus vite, on en a reparlé tout à l'heure. Simplement souligner là aussi le rôle de Météo France, un rôle qui a été souligné par tout le monde. Météo France aujourd'hui est une source pour nous d'informations crédibles. Et ça, c'est très important parce qu'on travaille avec des équipes qui sont expérimentées.
ils sont crédibles, ils nous donnent les bonnes informations. Donc tout le monde le sait désormais, donc c'est important. Et moi je sais que quand j'ai mon téléphone portable qui sonne et que c'est David Goutz qui m'appelle, il y a un problème. Bon, c'est pas forcément une bonne nouvelle, mais je suis sûr qu'au moins il y aura un problème, je sais qu'on va avoir quelque chose à traiter, donc je peux lui faire confiance. Bien évidemment, on ne doit pas oublier l'ensemble des autres aléas, puisque la bonne gestion des crises cycloniques, si c'est une priorité par l'impact que ça a sur l'île, il y a aussi tout le reste à prendre en compte. Dans la réunion d'aujourd'hui, par exemple, l'importance des flux de circulation, la tendance croissante à l'éloignement entre le lieu de travail, le lieu de résidence, l'école pour les enfants, les parents qui travaillent plus loin, tout ça, comment est-ce qu'on l'intègre, comment est-ce qu'on réfléchit là-dessus. Nécessité aussi de mieux expliquer les décisions, mieux expliquer, faire de la pédagogie. Alors faire de la pédagogie, c'est un intitulé, concrètement comment ça se passe. Fiche action, ça existe déjà, des fiches actions, on parle des fiches actions dans les plans communaux de sauvegarde, essentiel, mais une fiche action pour le citoyen lambda qui reçoit l'information. C'est quelque chose qu'il faut, je pense, généraliser. Ça existe chez Météo France. Peut-être qu'en mettant un tampon Marianne dessus, ça aura encore plus de poids, ça peut être l'axe de travail. Le tampon communal, parce qu'il y a aussi des réactions, je dirais, adaptées en fonction des communes, donc c'est quelque chose là aussi qu'on peut sans doute creuser. Enfin, dernier grand axe de travail, donc c'était le troisième groupe de travail, l'aménagement face aux risques naturels. Je pense que la restitution de l'atelier a insisté donc sur la nécessité d'envisager cet aspect à plusieurs échelles. La Réunion, c'est un territoire donc sous forte contrainte, croissance démographique, un territoire qui est bien évidemment très contraint, comme beaucoup d'autres territoires insulaires. La Réunion, elle a construit son développement en gagnant sur ces espaces à risque. Donc aujourd'hui, il y a un cadre qui est posé, et à partir de ce cadre, le long des cours d'eau, le littoral, dans les cirques, il faut réfléchir à une stratégie qui permet de garantir une juste et bonne prévention des risques. Donc bien évidemment, il faut être prudent là-dessus. Il faut être prudent. Et l'État, avec le plan de prévention des risques, dont vous avez largement parlé, a posé un cadre. Alors j'en discute avec Paul Ferrand, ce cadre, il dit ce qu'il ne faut pas faire. Mais ce qu'il faut faire, c'est développer des projets. L'urbanisme, ça doit se faire en mode projet. Le PPR, finalement, Paul, je parle sous votre contrôle, c'est un cadre. Et derrière ce cadre, il faut s'approprier l'aménagement du territoire pour que, voilà, on sorte de la problématique. Le PPR me contraint. Non, le PPR ne me contraint pas. Le PPR, il me donne un cadre. Et dans ce cadre, je peux aménager. Je pense que c'est la bonne manière d'appréhender les choses. Donc il y a un travail à faire, bien évidemment, là-dessus. Les équipes de l'ADL continuent, même si maintenant on va porter davantage le travail sur les risques littoraux. Dernière chose, donc dans les 5 prochaines années, c'était l'idée, lorsque Paul Ferrand est venu me voir, ça devait être au mois de novembre l'an dernier, l'idée c'est de pouvoir réviser le schéma de prévention des risques naturels, donc pour les 5 prochaines années, et il fallait poser un cadre, c'était l'objet des assises qu'on a tenues aujourd'hui, pour pouvoir se faire. Donc je crois qu'il y a matière, on a vu qu'il y a beaucoup de choses à mettre en œuvre, beaucoup de choses encore à réfléchir, à faire des groupes de travail, à se mettre ensemble pour en discuter. Mais à mon avis, il faut aussi peut-être... Là, il y a au total donc 280 personnes qui ont été présentes au cours de ces 2 journées. J'allais dire, on est quand même un petit peu entre nous. Il faut aussi avoir conscience de ça. C'est-à-dire que tous les gens qui sont là ont à connaître de ce sujet-là, sont un petit peu spécialisés, intéressés. Donc l'enjeu aussi, c'est d'élargir ce cadre. On parle souvent des formations de formateurs et ensuite on diffuse l'information, c'est un peu ça. Il faut, j'allais dire, prendre son bâton de pèlerin et puis aller expliquer qui la question du PPR, qui la question du risque cyclonique, qui sur les réseaux sociaux, qui en matière de météo, vulgariser l'information. Voilà. Tout ça, c'est un travail qui doit continuer pour améliorer la gestion des situations d'urgence, pour améliorer la prévention des risques, pour faire plus d'informations préventives, bref, être actif. Donc je crois que c'est l'objectif des 5 prochaines années. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, donc, la théorie, c'est bien, mais la pratique, c'est mieux. Donc, soyons pratiques dans les 5 prochaines années. Merci à vous.